J'ai interviewé François Laurent il y a peu afin d'évoquer le manifeste des 36 évidences pour demain du Conseil scientifique de l'ADTEM, qui, je cite, pose le cadre d'un marketing nouveau pour un monde qui se reconstruit. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour, je suis Yann Gourvenec, bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, le manifeste des 36 évidences du marketing de l'ADTEM. Constitué d'une douzaine de personnes, chercheurs professionnels en poste ou universitaires, sociologues, ethnologues, statisticiens ou sémioticiens de formation, le conseil scientifique de l'ADTEM se réunit régulièrement pour anticiper sur les évolutions sociétales et leurs incidences sur le marketing, afin de pouvoir aider le bureau et le conseil d'administration à définir sa stratégie. Un travail utile à un moment où nombre de marketeurs remettent en cause de l'intérieur, on l'a vu avec le marketing zéro, avec David Garbous et d'autres, les fondements de notre discipline. Un manifeste important pour replacer le marketing à sa juste place dans un monde qui change et qui se relève à peine d'un grand choc. Pour résumer en une phrase ce manifeste du marketing de l'ADTEM, dont l'inspiration vient du Cluetrain Manifesto de Doug Searls et consorts, on peut dire avec François que le marketing a bien pour rôle, je cite, de faire du profit, mais de le faire de manière responsable. Un vaste programme qui pourrait sauver le marketing, on l'espère, car il est menacé, selon les dires de l'ex-président de l'ADTEM. Voici son interview. Eh bien, je suis avec François Laurent. Bonjour François. Et tu es maintenant past president. C'est joli, ça fait un peu comme les anciens présidents américains de l'ADTEM, bien entendu. Et nous allons parler aujourd'hui du comité scientifique de l'ADTEM et de ses 36 évidences pour demain, un peu comme il y avait les 95 ou 16 clauses du Cluetrain Manifesto, 95. Alors, avant d'aller là, d'aller sur ces évidences, d'ailleurs, pourquoi évidence, on y reviendra aussi, j'aimerais bien que tu nous expliques ce que c'est le comité scientifique de l'ADTEM. Alors, le comité scientifique de l'ADTEM, c'est une douzaine de personnes qui sont des chercheurs, soit qui sont professionnels, praticiens en poste, soit qui sont plutôt des universitaires et qui ont des formations différentes, sociologues, ethnologues, statisticiens, sémioticiens, etc. et qui se réunissent régulièrement pour, je dirais, un peu anticiper sur les évolutions sociétales, leurs incidences sur le marketing, afin de pouvoir aider le bureau et le conseil d'administration de l'ADTEM à définir sa stratégie. Donc, des sociologues, des sémiologues, comme tu dis, qui sont donc des scientifiques, mais alors dans la science, il y a science et science, hein, si j'ai bien compris. Hein. Alors, on a toujours tendance à opposer les sciences dures et les sciences molles, tout ça parce que les mathématiciens voudraient être les seuls scientifiques. Moi, j'aurais tendance à dire que nous sommes des représentants des sciences humaines, c'est-à-dire des gens qui s'intéressent à l'homme. Puis les sciences dures, depuis qu'on connaît la mathématique quantique et qu'on sait qu'on ne peut pas définir où se trouve quelque chose, ça relativise un petit peu les sciences dites exactes. Bon, ben voilà, les scientifiques en prennent pour leur grade. Mais est-ce que le marketing, lui, et ça c'est une autre question, toujours un peu dans le même style, mais le marketing, il a toujours un peu flirté avec la sociologie, mais sans vraiment pouvoir être considéré comme quelque chose de scientifique. Alors, le marketing n'a pas à être scientifique. Le marketing doit utiliser les résultats, les connaissances apportées par les sciences, la sociologie, l'ethnologie, la sémiotique, etc., ou même les statistiques, pour pouvoir faire des études marketing. Donc, le marketing n'est pas une science, mais le marketing, pour exister, utilise les résultats des sciences. Alors, il existe, c'est qu'il a donc une finalité. Il sert à quelque chose. Ça sert à quoi, en fait, le marketing ? Le marketing, ça permet aux entreprises
de vendre des produits ou des services qui soient adaptés aux attentes des consommateurs. Le marketing, c'est un peu la voix du consommateur dans l'entreprise. Les entreprises sont de plus sensibilisées à cette nécessité de parler correctement aux consommateurs, aux citoyens, puisque il y a quelques années, même dans les boards des grandes sociétés américaines, il y avait une chaise vide qui était la chaise du consommateur pour bien montrer qu'il était important et qu'on l'invitait au board. D'accord, c'est dommage qu'elle ait été vide d'ailleurs, mais bon, on pourrait revenir sur cette définition que tu nous donnes du marketing, et c'est loin d'être une question complètement stupide, hein, ça a l'air comme ça, mais c'est toujours le premier cours du marketing. Qu'est-ce que le marketing? Et ça discute pendant longtemps, parce qu'en fait, on a plusieurs interprétations possibles. Si je me souviens bien des leçons que nous a données Monsieur Jobs, lui prétendait que c'était l'inverse, en fait, le marketing. Alors... oui, Steve Jobs, c'était « j'ai une idée, c'est parce que je suis génial et les gens vont aimer ». Et ça fait plaisir à beaucoup de générations de gens qui ont créé des produits derrière, parce que tous pensaient être comme Steve Jobs et être génial et réussir à vendre des produits géniaux que les consommateurs allaient forcément aimer. Le seul problème, c'est que Steve Jobs, c'est plutôt le contre-exemple. C'est-à-dire que globalement, se dire « parce que ça me plaît, ça va plaire à tout le monde », c'est souvent courir à l'échec. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire que ce que veulent les consommateurs, parce que les consommateurs non plus n'ont pas forcément l'idée de ce qu'ils veulent. Ford disait que si on lui avait demandé, il avait demandé les consommateurs qu'est-ce qu'ils devaient faire pour les transports, ils auraient dit faire des diligences plus rapides. Et également, lorsqu'on demandait aux gens ce qu'ils pensaient d'un téléphone pour téléphoner dans la rue, ils disaient « mais c'est complètement stupide ». Ça, c'était au début des années 90. Simplement, si chacun reste dans son territoire, les inventeurs d'un côté et les consommateurs de l'autre, ça fonctionne pas. Il faut qu'il y ait, je dirais, une certaine collaboration, une certaine compréhension. Et le marketing est un peu le facilitateur entre l'entreprise et les consommateurs. Alors si Steve Jobs est un contre-exemple, Tim Cook doit être un bon exemple, lui, puisque depuis qu'il est arrivé, bien que tout le monde ait décrié comment dire, sa présidence à la tête d'Apple, il a fait quand même 1022% de plus que son prédécesseur, hein, en 10 ans, en faisant monter le cours de bourse de façon stratosphérique et les ventes aussi. Et finalement, lui, qu'est-ce qu'il applique comme logique par rapport à Steve Jobs? Il écoute les clients ou il les écoute pas? Écoute, je ne me pense pas trop sur la stratégie d'Apple pour une raison très simple et très personnelle. Je déteste cette marque parce que quelque part, je déteste les entreprises qui enferment leurs clients dans des systèmes fermés. Je préfère Windows, les entreprises ouvertes qui permettent une certaine compatibilité entre les produits parce que d'un point de vue du respect de l'environnement et de la planète, c'est beaucoup mieux. D'accord. Bon, on ne dira rien sur Windows. On aime bien Microsoft, hein, on ne dira rien. C'est beaucoup plus ouvert. Bien, je vais arrêter de t'arabuster un peu. Je pense que c'est des questions qui restent quand même ouvertes et qui restent pas si simples que ça. La finalité du marketing, elle n'est pas simple. Mais c'est important à mon avis parce que si on parle des évidences du marketing qui sont votre travail déjà, c'est que quelque part il y a des exigences sociétales autour du marketing et je pense que c'est un peu l'essence de vos 36 évidences. Alors pourquoi évidence déjà et d'où ça vient et pourquoi c'est né? Alors c'est évident en fait. Pourquoi c'est né? Pourquoi qu'on a repris ce nom? C'est parce qu'en fait, je crois que le 21e siècle, il y a eu deux grandes révolutions, fractures qui ont marqué la société du 21e siècle. La première, c'était l'arrivée du web chez les consommateurs. Hein. Bon, je parle pas des entreprises à la fin du siècle précédent. Et alors que les gens continuaient à faire du marketing comme avant, il y a 4 chercheurs américains donc qui ont dit attendez, ça marche plus comme ça. Regardez ce qui se passe de façon évidente. Par exemple, les gens discutent entre eux sur ce qui était à l'époque les premiers blogs, les premiers forums, etc. Donc,
ils ont sorti 95 évidences qu'ils ont appelées le manifeste des évidences, Clutren Manifesto. Et donc, c'était, je dirais, la première pierre. Et puis, deuxième grand chamboulement, c'était la crise qu'on vient de passer quand même. Aussi fort peut-être en termes de traumatisme qu'a été la guerre mondiale au XXe siècle. Hein. Ça a beaucoup secoué les gens. Se retrouver soudain interdit de sortir chez soi, ça a remis une certaine forme de pensée parmi les Français. Et donc, il s'agissait de dire, ça a changé, le monde ne sera plus le même, et n'essayez pas de faire comme avant, parce qu'en fait, c'est évident que c'est différent. Et donc, on essayait de voir ce qui était réellement évident, que les gens auraient dû voir, mais par la force des choses, parce que les marketeurs n'ont pas toujours envie, business as usual, de se changer, ils se sont dit, ouais, bon, on continue, etc. Les bonnes recettes font toujours les bonnes soupes. Ouais, pas facile de changer un système quand on est dedans, en fait. Non, tout à fait. C'est pour ça que le changement ne viendra peut-être pas nécessairement, je dirais, des marketeurs les plus confirmés, mais certainement des nouvelles générations de marketeurs qui, eux, n'ont pas peut-être les mêmes œillères qu'on s'est mis pendant des années, parce que finalement, on est le fruit d'une évolution. Puis une fois qu'on a fait quelque chose et que ça marche bien, pourquoi changer la recette ? Surtout lorsqu'on est à 2 ans de la retraite, on n'a peut-être pas forcément envie de tout changer, de tout révolutionner. Par contre, les jeunes générations sont un peu prises à la gorge. Elles se sont aperçues que grâce aux gens de notre génération, on bouffe aujourd'hui 1,7 planète par an, et que quand ils auront notre âge à ce tarif-là, on arrivera à en bouffer plusieurs. Alors, les Suisses en mangent 4 par an. Il y a encore une marge de progrès pour les Français. Parce qu'ils mangent beaucoup de chocolat. Peut-être. Mais quoi qu'il en soit, les Japonais font encore mieux. Mais quoi qu'il en soit, les jeunes sont pris à la gorge. Donc, ils ont besoin de changer des choses. Et je pense que le marketing a aussi un rôle sociétal notamment vis-à-vis de la planète et des citoyens. C'est-à-dire, en gros, la finalité du marketing, elle va changer aussi par rapport à ce que vont apporter ces nouvelles générations. Alors, la finalité du marketing, finalement, ne va pas du tout changer. Et puisque, en fait, le marketing, s'il est toujours le facilitateur entre les consommateurs et l'entreprise, celui qui aide avec un rôle de passerelle, justement, à comprendre les consommateurs et à faire que les produits leur correspondent, simplement, le consommateur, le citoyen, les individus ont complètement changé. Et je pense que on peut être à l'écoute des nouvelles attentes. On prend un exemple. On vient de subir, comme tous les ans, le Black Friday. Truc à peu près immonde, puisqu'en fait, les prix sont complètement gonflés avant pour pouvoir faire des réductions, et de s'apercevoir qu'il n'y a pas de réduction. Ce qui est totalement irrespectueux des consommateurs. Les consommateurs commencent à le comprendre, et il y a des gens qui étaient en avance de phase. Je pense par exemple à Jacquilla de la Camif, qui il y a 2 ou 3 ans a commencé à dire « Stop, je ferme mon site et je ne participe pas à cette mascarade ». Et je dirais le bon marketing qui avance, c'est celui qui, plutôt que dire « je fais comme tous les autres », dit « halt, je respecte les consommateurs parce que les consommateurs ont envie qu'on les respecte ». Et pourtant, le Black Friday, il existe aussi à cause des consommateurs. Ils font la queue dans les magasins, ils font les soldes. Ils sont là à 6 heures du matin avant que le rideau ouvre pour pas rater les soldes. Oui, alors c'est pour les soldes, pour le Black Friday, c'est vrai que ça se passe plutôt en ligne, et c'est vrai. Mais malgré tout, l'engouement diminue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a eu pas mal d'associations de consommateurs qui ont alerté comme quoi finalement les choses n'étaient pas ce qu'elles étaient. Et puis il y a des gens qui sont apparus aussi que les choses n'étaient pas qu'elles étaient. On fait l'expérience. On va sur Internet avant le Black Friday en se disant « Oh, il y a 2-3 produits qui m'intéressent, je les sélectionne, je note les trucs, et puis lorsque c'est le Black Friday, je vais les acheter. » Et on s'aperçoit qu'avec les réductions gigantesques qu'on nous offre, mais ils sont plus chers qu'avant. Ce jour-là, le consommateur, il se dit non, pas 50 fois. Ou alors, de toute façon,
il reporte des achats qu'il devait faire, ce qui est finalement devient artificiel, puisqu'en définitive, on ne fait que de déplacer dans le temps à une période de l'année des ventes qui pourraient être un petit peu lissées tout au long de l'année. Est-ce que c'est un avantage? Pas sûr. Donc, 36 évidences, on va peut-être pas toutes les citer, mais il y a peut-être quelques-unes qui sont plus importantes que d'autres. Oui, il y en a qui sont plus importantes que d'autres. Je crois que la première est importante parce qu'en fait, il y a aujourd'hui deux grandes écoles. Il y a les gens qui disent oui, il faut consommer, c'est important, etc. On a besoin de croissance, on a besoin de toujours plus de profit, etc. Et puis, il y a des gens qui disent non, il faut arrêter, il faut veiller sur la décroissance, consommer moins, etc., etc., etc. Les Amish, quoi. Oui, et donc, ce que dit... Ce sont les Amish qui disent ça, en principe. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, hein, c'est ce qu'on nous a dit, ce n'est pas des Amish. Donc, les Amish, contrairement à ce qu'on croit, et contrairement à ce que disait notre président de la République, ils ont des téléphones mobiles. Donc, ils ont une consommation... Bref. Mais, quoi qu'il en soit, nous, ce qu'on dit, c'est que on ne peut pas priver les gens de la consommation parce que consommer, c'est un côté agréable, mais on peut consommer bien. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcé de détruire la planète pour consommer. Et donc, il y a un rôle du marketing de faire des produits, mais des produits qui soient plus responsables. On peut faire des produits qui vont pas être obsolescents au bout d'un an. On peut faire des produits qui n'aient pas une empreinte carbone gigantesque. C'est-à-dire que quelque part, on peut faire en France des produits qui aujourd'hui sont manufacturés en Chine ou au Bangladesh. Et puis, on peut aussi d'ailleurs faire des produits qui ne font pas mourir des milliers de gens au Bangladesh pour pouvoir les vendre 10 centimes moins cher. Bon, en même temps, c'est pas évident de trouver un t-shirt qui soit pas fabriqué au Bangladesh ou un ordinateur qui soit pas fabriqué en Chine. Mais bon, si tu en trouves, faut pas hésiter à me prévenir. Non, mais on peut commencer à changer les choses. Je te parlais tout à l'heure de la Camif. La Camif ne vend que des meubles qui sont fabriqués en France. On commence à de plus en plus à avoir un aspect de ramener les produits sur le territoire français. Dans la consommation alimentaire, on peut très bien aussi vendre des produits qui sont de saison. Par exemple, quand tu vas sur certains grands distributeurs, Carrefour par exemple, en janvier, février, ne vend pas de fraises parce que les fraises viennent de très loin, plus elles sont pas bonnes, et c'est complètement stupide en termes d'empreinte carbone. Donc, il y a tout un ensemble d'efforts à faire. Ouais. La consommation peut rester festive tout en étant respectueuse. Mais si on vend des fraises du Chili l'hiver, c'est parce qu'il y a un consommateur qui a envie de manger des fraises l'hiver. Parce que on a proposé des produits aux consommateurs en lui disant « Regardez, à Noël, vous allez avoir des fraises, c'est génial ». Et on s'est bien gardé de lui dire qu'en faisant ça, il était en train de détruire la planète, etc. Donc, quelque part, on peut très bien vendre des produits de saison, par exemple, et expliquer aux gens que bon, on vend des produits de saison. Les distributeurs commencent à le faire, hein, et généralement, ce que font les distributeurs est tout à fait en ligne avec les attentes des consommateurs, parce que contrairement à pas mal de marketeurs, les distributeurs, eux, le consommateur, ils l'ont dans leur magasin, ils le voient tous les jours. Et souvent, donc, ils sont plus en phase avec la société. Finalement, ce que tu décris, ça ressemble un peu au démarketing de Kotler. Finalement, Kotler, c'est peut-être un Amish aussi. Il s'est peut-être converti. Écoute, je sais pas. Il écrit encore ses livres, Kotler. Oui, il en a encore. Enfin, il a écrit souvent des articles autour du démarketing, qui reviennent un peu sur ce même sujet-là. Bon, il semblerait qu'il y a un consensus. Moi, il y a un truc qui m'arrête un peu sur
dans la page qui est dédiée aux 36 évidences, et je la mettrai dans l'article, bien entendu. Tu dis, c'est mon côté facétieux, il faudra m'excuser. Marketing et consommation, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Et oui, le marketing a un avenir. Alors ça, mon côté facétieux, comme toujours, quand je lis « et oui, le marketing a un avenir », donc j'entends donc que quelque part, il est menacé, le marketing. Bien sûr, il est menacé. Il est menacé par des tas de gens, finalement, à la fois dans l'entreprise et hors de l'entreprise. Alors, il est menacé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas tout fait aussi pour se faire menacer. À force de faire, par exemple, des fausses promotions, de faire des fausses innovations, ou qu'il y ait même des gens qui ne faisaient pas du marketing, qui détestaient le marketing, mais qui fassent du mauvais marketing. Je pense à Steve Jobs, par exemple, que chaque fois qu'il lançait un nouveau produit, toute la connectique du précédent n'était plus compatible. Oui. Les gens disaient encore là sur le nouveau, d'ailleurs, oui, au passage. Bon, et les gens disaient c'est un produit marketing encore, parce qu'il n'y a pas de vraie innovation, sauf qu'on est fait de faire payer plus cher. Bon, donc quelque part, le marketing a une mauvaise presse dans le grand public. Dans les années 80, c'était la com qui avait une mauvaise presse. Maintenant, c'est le marketing. Et puis en entreprise, le marketing aussi est souvent attaqué. Il est attaqué par la finance. Parce que finalement, les opérations marketing, ça coûte des sous, donc finalement, on pourrait peut-être s'en passer. Étudier le consommateur, perdre du temps à faire la stratégie, finalement, est-ce que c'est bien raisonnable, etc. Il est aussi des fois pris en défaut par les ingénieurs, parce que finalement, ce que j'ai dit tout à l'heure, le contexte de l'ingénieur, le produit tel que je l'imagine, il est génial, et puis les gens de marketing vont commencer à me demander de regarder si le consommateur l'aime bien. Bon, je vais te prendre juste un exemple très rigolo. Quand je suis arrivé chez Thomson, peu de temps avant, il y avait un designer génial qui s'appelait Philippe Stark et qui avait fait une télécommande qui était en forme de, tu sais, les cônes de glace. Tu sais, c'est un truc un peu sympa et tout. Et donc, c'était très beau. Et donc, ce qu'on n'a pas compris, enfin ce qu'ont pas compris les gens de Thomson à l'époque, c'est qu'il y avait énormément de retours de cette télécommande parce que les gens disaient qu'elle marchait pas. Pourquoi elle marchait pas? Parce que simplement, de la mesure où elle était faite comme un cône, il fallait la tenir droite comme un cône, et les gens, une télécommande, on la pousse toujours devant soi. Et donc, c'est intuitif. Mais simplement, comme il n'avait jamais voulu tester le produit, voir si les consommateurs seraient capables de l'utiliser ou pas, eh ben, il a fait un truc qui était psychologiquement inopérant. Ouais, comme quoi, hein. Les meilleurs designers peuvent se tromper. Alors, tu dis aussi, ou vous dites plutôt au comité scientifique, que l'intelligence marketing est humaine et pas artificielle. Donc, il faut se débarrasser de l'intelligence artificielle? Non, mais il faut pas vouloir arrêter l'évolution technologique. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle peut servir à beaucoup de choses. À créer des bots qui vous répondent correctement sur les sites internet. Et si possible, des bons, parce que aujourd'hui, dès qu'on a l'algorithme, on dit qu'on a l'intelligence artificielle, alors que souvent c'est un peu basique. Mais quoi qu'il en soit, il n'en faut pas moins que le directeur marketing, c'est pas simplement appuyer sur des boutons ou attendre que l'intelligence artificielle fasse tout. Il faut aussi avoir de la réflexion. En caricaturant, admettons qu'on puisse tout modéliser, qu'il y ait des algorithmes et qu'il n'y ait plus besoin de directeur marketing. On va se retrouver dans un monde où tout le monde va se battre dans le même marigot parce que c'est là qu'il y a le marché. Et puis, on va passer à côté de toutes les opportunités qui sont juste se dire « Ah bah tiens, peut-être qu'on pourrait faire une stratégie alternative ». C'est le fameux problème de l'océan bleu, l'océan rouge. Donc, s'il n'y a pas un directeur marketing qui dit « Attendez voir, là on va aller voir s'il y a quelque chose à faire », et ben tout le monde va faire la même chose et ça sera pas bon. Donc, quelque part, on a besoin d'humanité, on a besoin de compréhension. Puis on a aussi besoin de quelque chose que n'a pas forcément l'intelligence artificielle, c'est l'empathie. C'est-à-dire,
aimer les gens à qui on va vendre et aimer les gens avec qui on travaille. Mais comment on peut arrêter l'intelligence artificielle? C'est un mouvement technologique qui a l'air d'être assez difficile à stopper, en fait. Mais il ne s'agit pas de l'interrompre. Il s'agit de savoir l'utiliser à bon escient. C'est clair qu'un système de CRM avec des bons algorithmes qui permettra, je dirais, de mieux satisfaire les consommateurs, il n'y a pas de raison de l'arrêter. Mais il y a aussi une réflexion à faire en termes de stratégie, savoir jusqu'où on peut aller. Est-ce qu'à certains moments, il ne faut pas non plus se dire, même si globalement, de rajouter une promotion de plus, ça va faire vendre un petit peu, eh ben, est-ce que je peux pas simplement dire aux gens, tiens, on va faire un jeu entre nous, ça rapporte rien, mais c'est sympa, ça permet de mieux se comprendre. Et de viser sur de l'empathie pour préparer le futur. Oui, c'est intéressant. Il n'y a pas beaucoup de marques qui font preuve d'empathie. Quelquefois, c'est un peu une bagarre pour essayer de se faire entendre, même quand on est simplement client, qu'on a payé un produit ou payé un service et qu'on voudrait simplement un renseignement. C'est des fois une bataille à flanc de couteau. Ah ben oui, c'est bien le problème. Mais c'est pas de l'intelligence artificielle, ça c'est le problème de la bêtise naturelle, ça. Oui, je plains les consommateurs qui ne sont pas doués pour aller se balader sur Twitter ou sur Facebook pour interpeller les marques. Parce que chaque fois que j'ai eu un problème, que j'ai essayé de résoudre le problème via les services consommateurs, généralement ça marche pas. Si je passe un tout petit tweet, putain, dans la demi-heure, ça marche, c'est génial, on m'a rappelé, on m'a résolu le problème. Donc, alors que ça devrait être naturel de résoudre le problème. Mais il peut y avoir aussi des économies qui sont basées sur la non-empathie et le non-service. Tu prends, par exemple, toutes les assurances qui sont liées, tu sais, tu achètes un téléphone et on te dit, vous avez une assurance, bride, machin, etc. Donc, tout le problème de l'assurance affinitaire. Cette assurance n'est pas rentable, généralement. Donc, la seule façon de faire du bénéfice en vendant ce type d'assurance, bah, c'est de pas appliquer la garantie, c'est-à-dire de ne pas rembourser les gens. Oui, c'est un scandale, mais c'est comme ça. C'est pareil, les assurances liées aux cartes de crédit, hein, elles sont pas rentables. Donc, on essaie de pas te rembourser. En essayant que tu vas te lasser, etc., etc., etc. C'est clair, il y a aucune entropie, aucune affinité avec le consommateur derrière. C'est juste des choses qui pourraient très bien être calculées par des machines, des algorithmes, etc. Ce qui nous amène d'ailleurs au sujet suivant, qui est sur cette page des 36 évidences. Pas de marque à mission sans réelle mission de marque. Les bullshit brands n'ont pas d'avenir. Bah, moi, j'aurais dit l'inverse. Les bullshit brands sont partout. Plus on parle d'écologie et moins on en fait, plus on parle de responsabilité sociale et moins on en a, plus on parle de marketing respectueux et moins on en fait aussi. Quelque part, c'est presque désespérant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait des changements réels sur le terrain plutôt que simplement des changements d'étiquette et pas seulement... Alors non, je pense qu'il y a des évolutions, des choses qui se font de façon positive. Prends par exemple le cas des nitrates dans le jambon. Un vaste problème qui est assez facilement soluble, hein. On peut très bien carrément les supprimer. Et la preuve, c'est qu'il y a déjà plusieurs entreprises qui les ont supprimés. Fleury Michon, une des premières marques, a dit c'est vrai que les nitrates sont suspects, donc on les supprime. Et puis tu as inversement la Fédération de la charcuterie qui fait des procès à Yuka, etc., etc. Et donc on voit bien qu'il y a des gens qui sont plus en pointe que d'autres. Simplement, je pense que à terme, petit à petit, plus les gens qui sont en retard, plus ils vont tendance à disparaître. D'accord. Mais bon, la charcuterie n'a pas disparu et Yuka, d'ailleurs, a été condamné, non? Oui. Et du coup, on peut se dire, c'est la charcuterie qui a gagné. En fait, c'est l'inverse. Parce que d'une part, alors, indépendamment, je dirais, de l'appel qui a été fait, etc., du soutien des organisations de consommateurs, il y a aussi une cagnotte en ligne qui s'est créée pour
justement soutenir Yuka financièrement pour l'aider à se battre contre l'industrie de la charcuterie. Et surtout, aujourd'hui, l'image de l'industrie de la charcuterie, elle est plus ce qu'elle était. Ça devient un peu suspect. Donc, alors, il y aura toujours des gens qui achèteront de la charcuterie pas chère en hypermarché, parce que il y a des inégalités sociales gigantesques et des gens qui n'ont pas les moyens de faire autre chose. Et d'ailleurs, c'est aussi une des raisons de ce manifeste, et qui est où on parle aussi qu'il faut inclure les consommateurs, même les consommateurs les plus pauvres. Et il y a un rôle du marketing qui est de pouvoir fournir de bons produits à des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des produits chers, parce que c'est vrai que de manger bio, sain, ça coûte plus cher que de manger des produits bas de gamme. Ok, donc effectivement, on peut changer la société, ou alors on fait des procès à Yuka, c'est plus pratique, et ça a l'air de marcher en plus. Donc, enfin, on peut espérer que tout ça change un jour, et que grâce aux 36 évidences, qui sont peut-être pas évidentes pour tout le monde, mais 36 évidences quand même, de l'ADTEM, eh bien, les marketeurs gagnent enfin leur galon d'éthique et de respect dont nous avons tant besoin. Merci François. Merci Yann. Des interviews, des chiffres, des faits, des études, pas de blabla. Ce sont les podcasts de Visionary Marketing, disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.